Docteur Faya Milibouno est avec nous. Mon cher Roby, c'est vous qui aviez la parole avant la pause. Alors bien évidemment, on voulait revenir sur la question de l'audio et du la fameuse déclaration du président qui disait que Dr Faya m'a soutenu. Alors au-delà de ça, Dr Faya, qu'est-ce que vous pensez en global de cet audio? Est-ce que le président Alpha Condé, selon vous, a encore la volonté d'exister politiquement dans notre pays, ou c'est une simple manipulation, puisque apparemment vous le connaissez un peu? Très honnêtement, quand j'ai écouté cet audio, dans sa globalité, j'ai été déçu que la Guinée de l'homme ou se ramène. Non, j'ai été déçu de la Guinée, que ce soit des petits racontages le niveau du débat. Franchement, qui puisse. Alors, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais. Faut cracher là-dessus. Donc, c'est la Guinée encore. Non, mais pour un homme de la trempe de Alpha Condé, c'est quand même pas des racontages, c'est un ancien président. Non, permettez-moi, c'est un ancien président qui a été déposé dans les contextes qu'on connaît, à qui on a accordé une certaine forme de liberté, qui revient dans le débat, pas avec des déclarations des moindres. Non, écoutez. Si l'audio, comme vous le dites, est authentique, que ça vient de lui, je ne crois pas qu'il se soit fait du bien, parce que le niveau du débat est extrêmement bas. Donc vous parlez de l'homme, le niveau du débat de l'homme, pas de la déclaration pour un ancien président qui parle qui dit des avenirs mauvais pour la Guinée sous peu. On a chassé tel par-ci, il faut tirer le tapis sous tel. Mais c'est ce que vous faites finalement. Non, les politiques, c'est ça. La politique, malheureusement, ce n'est pas cela. Ce qui manque dans notre pays, c'est que nous n'avons pas un débat à la hauteur. Finalement, sur la question des rencontres, docteur, vous en parliez tout à l'heure, vous l'avez rencontré et il vous a demandé de participer aux élections. Vous avez dit non. Mais c'était quoi la condition? Parce qu'il n'a pas dit ça comme ça, allons seulement aux élections et puis c'est tu. Écoutez, il a justement dit, il a justement apporté quelques éléments. La façon dont ça s'est passé, je me retrouve à Sepuria. Il me demande de participer aux élections. Et je crois que vous vous rappelez du contexte en ce moment-là. Il était question de coupler les élections législatives au référendum. J'ai dit, mon parti ne peut pas cautionner un troisième mandat. Parce que si on couple ces élections-là à ce référendum, c'est pour ouvrir la voie au troisième mandat. Même s'il n'était pas d'accord. J'ai dit donc, mon parti n'ira pas aux élections. Et le lendemain, j'ai bougé pour Kekedou. C'était la dernière fois que physiquement je me rencontrais avec le professeur Alpha. Il n'avait mis sur la table aucune offre. Non. Quelle offre il pouvait faire? Pour Faya. Attendez. Certains ont pu devenir députés et puis d'autres ont eu des avantages. Parce que je n'étais pas parti dans l'intention d'être député par le décret d'Alpha Condé. Si il y a élection, c'est au peuple de Guinée de me donner leur suffrage. Ce n'est pas à un président de la République que je vais demander de signer un décret pour que je sois député. Parfait, on y va. Oui, alors à juste titre, tu fustiges le niveau aussi bas du débat, je suis d'accord avec toi. Pour hausser le niveau, parlons j'ai deux questions à te poser. La première question, c'est est-ce que tu penses que le gouvernement actuel fait mieux que l'ancien gouvernement d'Alpha Condé? Première question. Et deuxième question, on est dans un pays où on est dans une crise de valeur morale, crise de valeur économique. Est-ce que tu penses que les réformes, compte tenu de la feuille de route que le Premier ministre nous avait sortie, est-ce que tu penses que les réformes économiques, les réformes justement morales, les réformes d'éducation sont en cours? Voilà, on va vous entendre sur ces questions. On va les mettre au frigo. Mais il y a Ibrahima Khalil Kaba, docteur Ibrahima Khalil Kaba. J'aimerais qu'on enchaîne avec ce sujet. Vous avez écouté son avocat depuis ce matin, on en parle. Il a été arrêté depuis le lundi et contre les dispositions légales. Comment vous voyez cela? Quelle est votre grille de lecture de ce qui est en train de se passer? En tout cas, la promesse faite par Mamadi Doumbouya le jour de la prise de pouvoir, question d'en faire de la justice la boussole, et je crois que ces pratiques-là nous rappellent plutôt le passé. Je crois qu'on doit mieux faire parce que même si quelqu'un, par ailleurs, est accusé de crime de sang, il a encore des droits jusqu'au moment où le juge va le déclarer coupable. Et donc, minimalement, ces droits-là, c'est le droit d'accès à son avocat.
Parce qu'ailleurs, sous d'autres yeux, lorsque vous devez être arrêté, on vous dit, vous avez le droit de garder le silence parce que tout ce que vous allez dire peut être utilisé contre vous. Alors, lorsque nous voyons la circonstance que vous décrivez de l'arrestation de Khalil, on l'invite en tant qu'ami, on vient mettre la main sur lui, on commence à lui poser des questions. Je crois que ça ne s'inscrit pas dans la voie de la boussole. Alors, est-ce que vous faites, comme plusieurs, le lien avec l'actualité au sein du RPG Arc-en-Ciel, avec l'audio? L'audio, c'est assez clair, mais cette histoire de succession d'Alpha Condé, est-ce que ce serait une manœuvre d'écartement, d'éviction d'un candidat important? Non, ce qui est clair, c'est qu'au sein du RPG, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Je n'ai pas besoin de commenter. Mais ce qui est évident, c'est que nous sommes face à une série qui aura encore assez d'épisodes. Assez d'épisodes. Ce que je crois, quand j'entends les militants à la base, c'est que les principes élémentaires du fonctionnement d'un parti politique ne sont pas en train d'être rigoureusement respectés. Quand il y a une convention ou quand il y a un congrès, les textes du parti prévoient la façon dont les choses doivent se faire. Et chez vous non plus, ça n'a pas été très bien. Non, chez nous... Il y a eu beaucoup de cris, docteur. Ce qui n'a pas été, c'est que nous avons utilisé une méthode que personne par le passé n'avait fait, c'est-à-dire organiser un congrès à 80% virtuel dans un pays où la connexion, même dans certains quartiers de Conakry, a de la difficulté. C'est ce que nous avons eu comme difficulté. Vous auriez dû le savoir plutôt. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû le savoir, c'est vrai qu'on a pris des dispositions, mais c'est vrai aussi qu'on pouvait s'attendre à des problèmes. Et on a eu des problèmes, on les a gérés jusqu'à ce que les choses se soient correctement passées. D'accord. On revient à l'actualité. Les assises, mon cher Ahmed. Effectivement, on a... Oui, on va y revenir. Voilà, on revient sur la question donc des assises qui ont démarré hier. D'abord, quel est votre point de vue sur l'organisation de tout cela? Parce que nous avons eu le ministre de l'administration ici à l'antenne, dans ce studio, mais qui avait quand même des difficultés de nous dire quels sont les TDR qui avaient été élaborés, tout ça pour la réussite de cet événement. Je crois qu'il y a des choses qui ont besoin d'être améliorées parce que ces assises-là, on les a annoncées à l'occasion de l'adresse à la nation du président Doumbouya en décembre. Alors, il y a eu au moins 2 mois et demi qui se sont écoulés. Qu'on soit allé hier écouter le président encore avancer les intentions par rapport aux assises et que hier nuit, on n'ait pas entendu parler, n'est-ce pas, de l'organe qui devra conduire ces assises et qu'on n'ait pas entendu parler... Il y avait un vrai problème à ce niveau. Il y a donc un vrai problème. Il faut que... Voilà, il faut que, au niveau de tous ceux qui sont impliqués sur le dossier, l'évidence par rapport à ces assises, c'est que nous sommes un pays qui se trouve face à un certain nombre d'impératifs aujourd'hui. Nous sommes Guinéens, c'est vrai, mais c'est tout ce que nous avons en commun. Parler de n'importe quel sujet de notre passé, vous aurez autant de points de vue que de Guinéens. Alors, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on s'arrête, qu'on se parle franchement et surtout, on implémente la justice dans ce pays. Alors mais quand on demande aussi à la au CNRD d'accélérer pour l'organisation des élections, pour ne pas trop donc durer dans cette transition, et au même moment on engage ce genre de procédure, est-ce que dans un délai aussi bref on peut réussir une telle mission? Surtout qu'ils ont déclenché beaucoup d'actions, il faut le signaler. Écoutez, l'échec de la gouvernance d'Alpha, si on peut parler en termes d'échec, c'est aussi parce que nous sommes dans un pays qui est face à des réalités que nous connaissons. Il faut que, durant cette période transitoire, même si ce processus qui va commencer par les assises et qui probablement, les assises vont donner des recommandations sur lesquelles il va falloir acter. Il faudrait que ce processus-là soit amorcé pour qu'à un moment donné, les Guinéens accepte de se regarder mais bien amorcé, il faut quand même bien l'amorcer. Oui, je suis d'accord. Que l'on convienne de la méthode, que l'on convienne des instances, que l'on convienne du contenu, que l'on convienne du résultat et de la façon dont c'est la mise en œuvre. Je suis d'accord que la façon dont ça a commencé, l'annonce, je viens de le dire, a été faite par le président à l'occasion de son adresse à la nation, 2 mois avant même que l'annonce n'ait été faite. Dans son discours, je crois qu'une certaine préparation avait précédé. Mais supposons que
ça a été introduit à la dernière minute dans le discours du président en décembre. On a eu quand même tout le mois de janvier, on a eu tout le mois de février, et nous sommes dans la deuxième moitié du mois de mars. Non, on a eu tout mars, alors, tout mars aussi. Donc, si encore aujourd'hui, nous ne connaissons pas la structure, n'est-ce pas, de l'organe qui va conduire tout cela, nous ne connaissons pas de quoi il sera question, les intentions, nous savons. Non, mais les termes de référence sont disponibles, vous les avez lus? Parce écoutez, ils sont disponibles finalement. On a balancé, j'ai reçu un document, je ne sais même pas qui me l'avait envoyé, mais en tout cas j'ai trouvé un document par WhatsApp dans mon téléphone. Alors je l'ai ouvert, je l'ai parcouru et je l'ai balancé au cercle de réflexion de mon parti. Alors, lorsqu'on a été en profondeur, on a trouvé que, par moment, on trouvait à la place de la Guinée, Sénégal, etc. Non, mais ça, c'était finalement l'ancien. Alors, je crois qu'ils y ont travaillé, le ministère de l'administration du territoire, et ces éléments se retrouvaient sur notre site partenaire, Guinée Matin, avec je croyais que vous avez vu... Est-ce que finalement, docteur, vous pensez que hier, c'était beaucoup plus cérémoniel que technique? Est-ce que finalement, on peut s'attendre à un résultat escompté quand on sait que non seulement le manque de TDR, certes, est un besoin criard, mais les personnes ciblées, les assises au Burkina Faso par exemple, ou dans d'autres pays, on a rencontré des acteurs politiques, on a rencontré des gens de la société civile, mais on n'a pas non plus épargné certaines victimes au fin fond du village. Quand vous prenez par exemple le cas de Zogota, c'est des acteurs, mais est-ce que pour que ces genre de choses, parce que le premier objectif qu'on met de l'avant, c'est établir la vérité. Oui. Qui est important. Donc la vérité sur toute l'histoire. Pour établir la vérité, en Guinée aujourd'hui, il faut mettre ensemble les historiens. Donc on a besoin du temps. Les sociologues, les politiciens, les magistrats, bien sûr. Il faut que toutes les dates qui ont été marquées par une violence, toutes les dates soient enregistrées, répertoriées. Les victimes. C'est d'abord ce qui va permettre à l'ensemble des Guinéens de se retrouver dans ce processus. Alors peut-on le faire dans un de façon très brève et maintenant? Il faut le commencer. Okay. Il faut le commencer. Mais ne pas s'attendre à un résultat maintenant. Mon point de vue par rapport à cela, c'est ce qui a fait d'ailleurs que mon parti a été présent hier et la coalition à laquelle le parti appartient était là. Nous pensons que c'est un processus qui doit être amorcé et c'est un processus qu'il faut accompagner pour que ça réussisse, parce qu'au bout, même si nous avons dans 6 mois ou 1 an un président, si les Guinéens continuent à se regarder en chaîne de faïence comme nous le faisons aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que vous en voulez à ceux qui n'ont pas accepté de participer à ces assises? Non, je n'en veux à personne. Voilà. Chacun a la liberté de faire le choix politique qu'il veut. Nous, dès le début de l'arrivée sur CNRD, nous avons pris la décision de d'abord encourager tous les actes positifs. S'il y a des actes qui ne sont pas positifs, nous critiquons et nous apportons, n'est-ce pas, des propositions de solutions. C'est ce que nous appelons accompagner, n'est-ce pas, ce processus-là. Et nous sommes dans cette démarche. Je crois que le CNRD et le gouvernement ont encore à faire pour nous donner une certaine lisibilité. En ce qui nous concerne, il y a une commission qui est déjà prête avec le document qu'on soumettrait à toutes nos structures, parce qu'à l'intérieur du pays, selon ce que nous comprenons, c'est que ces assises se feront à l'intérieur du pays. Ce que notre parti pense, ça sera communiqué à l'ensemble, n'est-ce pas, de nos représentants qui sont à la base, pour qu'ensemble, nous entonnions ce que nous voulons pour notre pays. Il faut qu'on répertorie toutes les dates en Guinée qui ont été marquées par la violence, pour permettre aux Guinéens d'être tous ensemble, pour se parler et... Voilà, alors vous suivez... Oui, bien entendu, qu'on entende les victimes et qu'on fasse même la justice, parce que je ne m'attends pas à ce que ces assises arrivent simplement. Bon, on a dit la vérité, laquelle, et que après on dit, bon, pardonnons. Je crois que si on le fait aussi avec les plaies qui sont encore si béantes, je ne crois pas qu'on a résolu le problème. Parfait. Docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral, il s'exprime justement sur les assises nationales qui viennent d'être lancées, mon cher Jacques. Vous avez posé un problème de structure, de l'organe qui doit conduire finalement ces assises. Ce n'est pas encore connu. C'est vrai que dans la communication officielle, c'est le ministère de l'administration du territoire. Est-ce que vous voulez savoir beaucoup plus sur la composition de cet organe
Et la question derrière, c'est de se dire, est-ce que finalement, il ne faut pas attendre un peu que tout soit mis en place pour aller, n'est-ce pas, à l'action sur le terrain? En fait, ce qui fait que les gens, il y a grincement dedans, c'est que on a pris le mois de janvier, on a pris le mois de février et même le mois de mars. Hier, il y a eu un lancement officiel. Combien de temps il faut... Un lancement sur, si vous voulez dire, sur rien. Parce qu'on ne sait pas de quoi on va parler. En lançant les assises hier... C'est impossible de lancer sans les termes de référence. Ils sont venus en retard. C'est pourquoi je pose Ils sont venus en retard. Vous avez des mais les propositions. termes de référence sont bien disponibles. Depuis, normalement, ces propositions... Nous avons les propositions. Ces propositions, on aurait dû les intégrer. Dans les termes de référence, peut-être. Nous voulons avoir l'occasion de les mettre sur la table. Pour l'instant... En tout cas, le délai de 6 semaines court depuis hier. Le délai de 6 semaines court depuis hier. Et vous pensez qu'on sera dans le délai? Je ne sais pas. De toutes les façons, pour l'instant, les choses ne semblent pas avoir commencé. D'accord. Moi, j'ai échangé avec le ministre du MATD hier qui disait que ce n'est pas au gouvernement de faire les TDR, parce que si le gouvernement le faisait, c'est comme si on imposait quelque chose aux gens, que c'est le comité des assises qui va être mis en place, qui sera composé de 25 personnes, qui va produire les TDR et se mettre au travail. Justement. Non, et malheureusement, on n'a pas vrai. fait. Ce n'est pas vrai. En tout cas, c'est ce que moi, c'est ce que j'ai entendu. On peut le dire. Voilà, pour donner des orientations. À mon avis, voilà, on peut le lui excuser s'il le prétend. Oui. Mais il appartenait au département de le faire. Voilà. C'est lui qui non, je suis d'accord avec vous. Je dis tout simplement ce qu'il dit. Pardon. Parce que le comité des assises lui-même est un des éléments à décrire par les termes de référence. Justement, et malheureusement, ils ont posé les charrues avant les bœufs, ce qui est quand même regrettable pour un gouvernement. Maintenant, moi, j'ai deux questions. On dit se pardonner, se parler et se réconcilier. Mais le mot justice revient rarement dans cette initiative. Et c'est effectivement là où repose notre contribution. Justement. Alors, entre l'établissement de la vérité et le pardon, qu'il y ait une justice. Alors, est-ce que ces assises-là, parce que même le discours du président, c'est comme c'était déjà entendu, on s'attendait quand même hier à ce qu'il y ait une action forte. Est-ce qu'on pouvait ne pas se passer de ces assises pour économiser en termes de budget, de temps, d'énergie, sur la base du rapport de cette commission provisoire, qu'on puisse quand même réactualiser de 2016 à maintenant et mettre ce dossier devant la justice, laisser par exemple le CNRD, les acteurs politiques, aller au dialogue pour le retour à l'ordre constitutionnel. J'ai lu la toute première communication de El Hadj Camara et de Monseigneur Koulibaly. Je n'ai pas lu le dernier rapport qu'ils ont déposé. Je crois qu'il y a encore des choses à faire pour que tous les Guinéens se retrouvent dans cette démarche. Parce que aussi longtemps qu'on va minimiser une date au cours de laquelle quelqu'un a perdu un des siens, eh bien, on aura une partie de la Guinée en dehors du processus. Il faut que cela soit pris en compte et c'est pour cette raison la mise en place, n'est-ce pas, de ces organes qui vont conduire le processus est extrêmement importante. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient la compétence d'aller en profondeur et nous ramener à la surface toutes ces dates, que ce soit à tort ou à raison. Parce qu'écoutez, si on ne peut pas faire la justice, il y a eu des gens qui ont été accusés ici, dans ce pays, à qui on a retiré les biens, dont les familles ne bénéficient plus, etc., etc. Il faut que, si on veut réellement construire la paix, qu'en plus d'établir la vérité, c'est que nous attendons tous, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une justice pour permettre aux Guinéens de se pardonner. Une garantie de non-répétition. D'accord. On a finalement l'impression que les choses se répètent, mais bon, nous reviendrons sur ces questions dans un instant. Ahmed. Donc je reviens à mes deux questions, mais je vais en rajouter une troisième. Est-ce que vous avez l'impression que ces assises ont été faites dans un amateurisme total? C'est la première des questions, qui est une question directe. Ensuite, je reviens aux deux questions pour essayer de sortir un peu de ce débat. Je voulais vraiment, si tu permets, Ahmed, qu'on termine avec les deux questions sur la gouvernance globale du CNRD. Mais allons avec sa première, celle des assises, justement. Donc est-ce que tu as l'impression que ces assises ont été organisées dans un amateurisme total? Je ne vais pas faire de jugement de valeur, mais je m'attendais à mieux que ça. Parce que lorsque l'annonce a été faite en décembre, on a fait tout le mois de janvier, on pouvait encore penser qu'on est en train de faire les derniers réglages. Et honnêtement, quand je me rendais hier au Palais Mohamed V, je m'attendais à avoir ne serait-ce qu'un cadre
globale de conduite de ça. On a trouvé des... Donc, comment ça s'est passé? On a trouvé des blocs-notes, juste pour nous permettre de prendre des notes. Alors, il y a eu le discours du président, il y a eu des prestations que nous avons bien aimées. Je crois qu'on aurait pu aller au-delà. On aurait pu aller au-delà pour donner des indications claires. Parce que la seule chose que le président a dite dans son intervention, c'est qu'il a instruit le Premier ministre de mettre en place l'organe devant. Je m'attendais le soir d'hier qu'au moins un acte a été pris et puis un autre acte a été pris, même si... Avec par exemple des commissions de travail, justement, des commissions mémoire. Je voudrais rebondir sur la question de Ahmed, puisque je parlais avec quelqu'un qui s'y connaît bien en la matière, je ne vais pas citer son nom, qui me disait que lui s'attendait à ce que ça se passe dans un cadre beaucoup plus, certes solennel, mais beaucoup plus sérieux, avec un cadre de réflexion beaucoup plus poignant, où des propositions il sortirait, ou des commissions seraient mises en place, au lieu d'aller faire le folklore et après attendre le discours du président qui lance l'événement. Certes, c'est vrai, mais c'est quand même une occasion qui convoque une mémoire douloureuse de l'histoire de notre pays, et donc ça devrait se passer dans la prière, dans la concentration et dans un cadre beaucoup plus technique, beaucoup plus de travail pédagogique, sérieux. Je crois que le cadre a été... Hier, c'était qu'un lancement. Hein. Oui, mais même un lancement bilan sur la suite. Voilà, c'était un lancement, le cadre a été solennel. Moi, je crois que si aujourd'hui, je crois que le CNRD ne peut pas avoir lancé cela depuis décembre, et qu'une commission sérieuse ne soit pas en train de travailler là-dessus. La preuve que non. Oui, mais si, il n'y a même pas eu de TDR hier. Pardon? La preuve que les TDR sont venus en retard. La preuve que non, il n'y a pas eu de commission mise en place. En tout cas, ou alors elle est incompétente. On s'attend ce qui est grave. À mieux, parce que je suis convaincu. Il y a eu une dichotomie sur le choix de qui conduit ou pas entre le ministère de l'administration et la primature. Les décisions ont été prises après. Allez-y. Je crois que la Guinée, pour la construction de sa nation, se trouve face à des impératifs. Un impératif de vérité. Il faut que nous nous disions la vérité dans ce pays. Un impératif de justice. Il faut que la justice s'applique dans ce pays-là. Un impératif de réconciliation, il faut que nous passions là, et le pardon, c'est un grand mot, mais il est personnel. D'accord. Ça va être les dernières. T'inquiète pas, Ahmed. Allons-y, mon cher. Parce qu'il y a les assises, il y a également le dialogue politique. Vous avez été reçu par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. De quoi a-t-il été question? Et puis, la forme que vous souhaitez. Parce que déjà, vous le savez très bien, pour le CNRD et le gouvernement, c'est le ministre qui doit conduire ces discussions avec vous, partis politiques. C'est quoi aujourd'hui, vous, votre position par rapport à tout ça? Écoutez, d'abord, il faut dire, Jacques, que le dialogue, c'est toute la classe politique qui le demande, toute la société civile d'ailleurs qui le demande, même si certains partis politiques veulent se donner la paternité de cela en essayant de jeter l'anathème sur d'autres. Nous avons tous réclamé... Qui jette l'anathème sur d'autres? Vous avez suivi le développement de l'actualité. Quand j'étais à l'intérieur du pays, il y aurait 58 partis politiques qui sont retrouvés sans même appeler les autres. Et puis, ils produisent une déclaration. Vous n'avez pas été consulté? Non, pas du tout. Le parti est à Conakry. C'est moi qui étais à Kankan, en Haute-Guinée, mais le parti est à Conakry. Et une chose, je ne suis pas le seul, dans les plateformes et du FPP, la CPR, etc., etc. Si c'était fait de bonne foi, si on n'avait pas prêté des intentions aux gens, ou peut-être si on n'est pas... ou peut-être on sait que vous êtes de l'autre bord. Vous savez, il y a deux blocs. Vous savez, il y a deux bords en Guinée. Il y a des partis amis de la rue, vous savez, et il y a des partis qui n'aiment pas la rue. Et vous n'êtes pas de ceux-là. Vous savez, Tamba, c'est des accusations. On a parlé de l'audio tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses que les gens disent. C'est pourquoi le débat guinéen, il est bas. On parle des gens, des individus, leur tête, leur nez. C'est pas de ça qu'il est question. La Guinée a besoin de grands projets, d'une grande vision. Il n'y a pas de débat autour de ça aujourd'hui. Et de grands hommes. Mais quand quelqu'un qu'on dit présidentiable parle du nez de son prochain, l'ethnie de l'autre, la région d'où il vient, je trouve que le débat en Guinée, souvent,
Si ce n'est pas les grandes gueules, je regarde et autres, les médias guinéens, quand il y a débat, je préfère capter le Libéria, par exemple, le Ghana, etc. Parce que quand tu écoutes, tu apprends quelque chose. Chez nous, c'est pour nous décrire le nez des gens. On n'en a pas besoin. Hein? On n'en a pas besoin. On a accusé la personne que je suis quand j'étais à l'intérieur du pays parce que je suis allé à l'intronisation de l'évêque de Kankan et j'ai profité pour visiter les structures de mon parti en Haute-Guinée. Qu'est-ce que certains politiciens, entre guillemets, vous ont dit ici? Je suis parti en mission du CNRD. Vous comprenez? C'est tout ça. Quand vous vivez tout ça, vous vous dites, mais attends, est-ce qu'on est à la bonne place? Honnêtement. Mais les autres partis, vous avez lu leurs raisons, leurs réserves, notamment sur le dialogue, mais aussi sur ces assises dont nous parlions. Est-ce qu'elles ne sont pas finalement fondées? Écoutez, le dire, nous ne les blâmons pas de l'avoir dit, mais d'abord de considérer que en mettant les autres de côté, en les accusant de ceci ou cela, hein, ils n'ont pas réclamé ça. Je vous donne un exemple, Tamba. Lorsque, à Mohamed V, le président a voulu rencontrer la classe politique ce jour avec les coordinations. Ça se murmurait dans les coalitions. On n'est pas en train de mettre le CNT en place. Mais qui a parlé du CNT ce jour-là, si vous vous rappelez, de toutes les interventions qui ont eu lieu? J'ai été le seul à dire à Mamadi Doumbouya, mettez en place le CNT. D'accord. Vous comprenez? Alors quand les gens voient le patronyme des gens, c'est ça en fait. Est-ce que tu penses que, parce que tu as raison, à juste titre, tu dis que l'on parle du bout du nez d'un tel et d'un tel, ça, en gros c'est un débat de bac à sable et je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu penses que le fait justement de ne pas parler d'économie, ce qui est en politique, de ne pas parler d'emploi, ce qui est en politique, de ne pas parler des grands projets, c'est parce que nos hommes politiques n'ont pas la capacité de le faire, tout simplement? Et je crois que vous, les médias, vous pouvez nous aider aussi. C'est-à-dire que si vous vous focalisez trop sur la description que les uns font du nez des autres, le débat de personne, le débat va en bas. Il faut que, parce que dans un débat sérieux, quand on n'a rien à dire, on ne peut même pas se présenter. D'accord. Mais en Guinée, en fait, tout le monde a quelque chose à dire. Parce qu'il s'agit de dire comment je vois Ahmed Kourouma, où je l'ai vu hier nuit, qu'est-ce qu'il est en train... C'est ça le débat en Guinée. On va terminer avec les questions de Ahmed. Comment, d'après vous, se porte la gouvernance de la transition, notamment au plan politique et économique aujourd'hui? Est-ce que de meilleures perspectives, s'offrent à la Guinée de votre point d'analyse? Et surtout, est-ce que le gouvernement actuel fait mieux que l'ancien gouvernement d'Alpha Condé? Allez-y. Non, je ne vais pas comparer les deux gouvernements parce qu'ils sont dans deux contextes complètement différents. Je vais... En termes économiques. Ouais. Bon, en termes économiques, je crois qu'il n'y a pas de différence parce que ce que je suis en train de voir, et on est en période exceptionnelle, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une négociation de programme ni avec la Banque mondiale, ni avec le Fonds monétaire international. Il n'y aura pas de grandes choses sur le plan économique. Ils sont en train de gérer, en fait, le quotidien, jusqu'à ce que nous sortions de cette période transitoire. Mais ce qui n'a pas encore donné une véritable lisibilité dans l'action gouvernementale par rapport aux intentions qui ont été exprimées, c'est qu'il y a beaucoup, tous ceux qui aujourd'hui commencent à se poser la question vers où nous sommes en train d'aller avec cette période transitoire, c'est parce qu'il n'y a pas encore des actions fortes, à part la mise en place, par exemple, de la Cour de justice, de la Cour de répression des crimes économiques, des infractions économiques et financières. Voilà. Il faut aussi que les dossiers de crimes de sang soient ouverts dans ce pays. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu un changement le 5. Il faut qu'on ait l'impression qu'on a eu... Non, il faut qu'on ait l'impression qu'on ne peut pas dire c'est du chose... Comment on appelle ça? Ça s'est passé et puis on revient à la même chose comme si la vie était normale. Non, la vie ne peut pas redevenir normale lorsque les gens ne rendent pas compte de ce qui a été fait. La vie ne peut pas redevenir normale tant que l'on ne rend pas compte de ce que les gens ont fait. Docteur Faya Milimono, vous êtes président du Bloc libéral. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Dans un instant, ce sera bien entendu le tout dernier virage avec professeur Hassan Ba qui impatiente déjà au bout du fil. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On va revenir sur cet autre sujet, arrestation de l'ancien gouverneur de la BCAG, Lucien Inabi. On en sait un peu plus sur les raisons de son arrestation. Il faut rappeler qu'il a été inculpé
et transféré. Oui, inculpé et placé sous mandat de dépôt. Ce qui a été fait, puisque j'ai pu lire aussi sur la toile qu'il s'agissait des 4 milliards. Les 4 milliards concernent les maraîchers de Kamsar, mais ça n'a rien à voir. C'est plutôt Afinor. C'est pourquoi il est retenu depuis hier à la maison centrale. C'est bien sûr pour cette affaire d'or. Il faut bien revenir là-dessus, puisqu'on a présenté ce sujet ici par 2 fois. La première fois, c'est Tamba qui avait fait la présentation. Ensuite, l'avocat est venu à la charge, l'avocat donc d'Afinor, pour contre-attaquer. Sauf qu'il y a des éléments qui nous avaient échappé ou qu'il avait fait volontairement de ne pas présenter à cette époque. Il y a quand même des interrogations qui demeurent encore ici. Ce sont les interrogations légitimes qu'on se pose au niveau de la gendarmerie, mais également au niveau de la CRIEF qui a désormais le dossier. Vous savez donc, dans les années 90, l'or de la Guinée était encore accepté sur les marchés internationaux, mais à partir des années 2000, on a pensé que ce n'était bon. On a fait savoir clairement à la Banque centrale que ce n'était plus possible parce que l'or issu de l'exploitation artisanale n'était pas traçable. Oui. Ce qui va se faire, c'est que la Guinée va engager des démarches à partir de 2015 pour d'abord tracer l'or qui est issu de l'exploitation artisanale, et c'est à travers Afinor qui a été présenté au gouverneur. Ils vont engager des discussions. Afinor va faire appel à Mineral Car, qu'on dit un service compétent pour faire, n'est-ce pas, la traçabilité de la production guinéenne d'or, qui est une production encore une fois artisanale. Le rapport produit par ce service a permis de raffiner donc notre or pour une première fois à l'extérieur, et la première quantité c'était 2,412 tonnes qui avait été envoyé. Nous sommes bien en 2015. Oui. La vente a généré un profit de l'ordre de 145 milliards de francs guinéens. Dès lors, la Banque centrale s'est dit donc confiante qu'elle pouvait continuer à collaborer avec Afinor. En 2017, les achats reprennent avec l'objectif de vente des quantités expédiées en fonction de l'évolution des prix. Vous savez, quand on envoie, on procède au raffinage. Et puis on met sur le marché d'or qui est donc du côté de Londres. Et on reste ici, la Banque centrale peut observer, n'est-ce pas, l'évolution des prix. À chaque fois qu'il y a une hausse importante qui permet à la Guinée d'engranger des ressources importantes, on appelle donc le partenaire qui est donc Afinor, qui procède à la vente et qui ramène, n'est-ce pas, l'argent sur le compte de la Banque centrale de Citibank du côté de New York. Oui. Ce qui va se faire, on va transférer entre 2015, donc la première quantité de 2015, qui a consisté finalement, si vous voulez, une quantité d'essais, et celles qui ont été transportées après. En gros, on va transporter 12,6 tonnes qui ont été expédiées donc, et les agents de la BCRG ont accompagné le processus jusqu'en Belgique. Finalement, on va procéder à la vente. Jusqu'en 2020, on a vendu 9,402 tonnes. Le montant correspondant a donc été logé à la Citibank, au compte de la BCRG, la Citibank du côté de New York. Il est resté 3,139 tonnes. Le problème donc réside fondamentalement autour de ces 3 tonnes-là. À l'époque, on a dit qu'on avait réalisé un profit de 40 millions d'euros. Et la certification a été faite. Il a été dit, évidemment, que les 145 milliards de nos francs. 145 milliards, ça c'est la première quantité. Mais les 3,139 tonnes, c'est une valeur de 2 milliards, dit-on. Une valeur de 2 milliards. C'est bien de cela il s'agit. Il y a eu un audit qui a été fait pour certifier effectivement que ce compte-là, comment on appelle ça, non seulement la quantité existe, donc la quantité raffinée existe aussi bien dans les relevés de Afinor, mais également dans les relevés de compte de la BCRG. Et le cabinet d'audit externe, selon la communication de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, avait même encouragé la BCRG à poursuivre sa coopération avec Afinor.
il y a un montant également qui a été payé. C'est 4 489 834 euros. Payé donc à Afinor, et ce montant a été présenté comme étant les frais de transport, d'affinage et d'assurance et de stockage. Donc c'est la valeur que représente tout ceci. Ensuite, il y a eu, quand le CNRD est arrivé, on a donc procédé à ce changement. Mais avant de procéder au changement à la tête de la BCRG, on a demandé au gouverneur de la Banque centrale de présenter quand même la situation, une situation globale des finances, mais également des réserves d'or que nous avions. Au cours de la réunion qu'ils ont eue avec le directeur de cabinet, la question de cette quantité d'or qui existe et qui est restée, qui n'a pas été vendue, qui est restée aux mains d'Afinor, a été posée. C'est-à-dire les 3,139 tonnes. Donc le gouverneur de la Banque centrale a fait l'exposé, il a expliqué toute la démarche qui a été engagée. Il est revenu sur le contrat, je crois le contrat on l'a présenté ici une fois. Il a expliqué tout ceci et les démarches qui ont été conduites jusqu'à ce qu'on vende 9 et quelques tonnes et qu'il y ait resté les 3,139 tonnes. Maintenant, il a été demandé aux représentants d'Afinor quand même d'apporter sa lecture sur la situation. Le représentant d'Afinor, je rappelle, c'est Mamadi Condé. Je reviendrai un peu plus tard sur lui. Il va donc prendre l'engagement. D'abord, il rassure devant le directeur de cabinet que la quantité existe et que cela est vérifiable. Et il a promis de fournir, n'est-ce pas, des preuves. Des preuves, c'est-à-dire les preuves, c'est bien sûr les documents qui attestent effectivement que cette quantité-là existe et que la Guinée peut avoir accès. Le problème vient donc à quel moment? Quand le gouverneur Luceni Nabé va être remplacé par, je crois que c'est Mori Kaba, l'actuel gouverneur, il va donc se saisir du dossier. Il effectue un déplacement sur la Belgique et il essaye de rencontrer la société Afinor pour comprendre, n'est-ce pas, ce qui se passe. Au dire du gouverneur, et donc c'est la position du gouvernement, le gouverneur n'a pas pu rencontrer la société. Après bien, on peut rappeler encore ce que l'avocat nous a dit ici avec photo à l'appui, que la rencontre a pu être possible, la rencontre a bel et bien eu lieu. L'autre élément qui a manqué, c'est que le gouverneur n'a pas eu accès, n'est-ce pas, à cet or-là. Ça, c'est la position du gouvernement, encore une fois, du côté des avocats de Luceni Nabé, mais également de Afinor. On indique que ce n'est pas la procédure. Dès lors que la quantité a été raffinée, ce que la Guinée peut demander, c'est la valeur. Vente. Donc la valeur monétaire, si vous voulez, la vente en fonction de l'évolution du marché. Mais qu'on ne pouvait pas demander, n'est-ce pas, qu'on ramène. Qu'on ramène, n'est-ce pas, cette quantité, ou alors qu'on puisse la saisir pour faire autre chose. On soupçonne la BCRG, donc l'actuelle direction, de prendre cette quantité et de la loger auprès d'une autre société de raffinage. Ce qui n'est pas du tout accepté de l'autre côté. Sauf qu'il y a des éléments curieux qui restent, qui demeurent. Parce qu'il a été dit, quand le gouverneur est rentré, puisque l'argument qui avait été avancé, c'était de dire que il y avait Covid dans un premier temps, donc le président de la transition a voulu avoir une conférence, donc avec la société, ça n'a pas été possible. L'autre élément important, et ça c'est une question que je me pose, est-ce que si c'était plus facile, c'est-à-dire que la Guinée peut tout naturellement demander à avoir la valeur monétaire de cette quantité d'or, est-ce que la BCRG peut laisser cette procédure qui est beaucoup plus facile au moment où on a besoin d'argent que de s'en prendre, n'est-ce pas, finalement à Luceni Nabé? Puisqu'on dit, Afinor dit que la quantité existe, que la quantité est là-bas et qu'il suffit seulement que la BCRG demande que la société peut vendre et donner, n'est-ce pas, la valeur. Ramener l'argent, Donc la question que je me pose, est-ce que si c'est facile aussi comme ça, la BCRG peut laisser cette procédure et laisser la quantité comme telle avec l'argent que ça représente pour s'attaquer au gouverneur de la BCRG ou alors d'intenter un procès contre Afinor? Ça, c'est une question que je me pose. Et l'autre chose, c'est que les preuves que le représentant d'Afinor en Guinée a promis mettre à la disposition des autorités guinéennes, ces preuves-là n'ont pas été présentées. Bon, on peut tout naturellement dire que peut-être ça a été présenté et que la BCRG refuse de communiquer là-dessus. Mais au moins ceux qui ont présenté les preuves
doivent les avoir. Et dès lors qu'on est en train de communiquer sur ça dans la presse, on aurait pu avoir ces preuves-là pour dire clairement, voici les documents qui attestent que cette quantité-là est aujourd'hui disponible. Ça, ce n'est pas fait. Mais le plus grave, c'est que le représentant d'Afinor en Guinée a fui. Il a quitté la Guinée. Incroyable. Il a quitté la Guinée. Il y a un mandat d'arrêt qui a été décerné contre lui. Et on pense qu'il aurait pris la direction de la Sierra Leone. Et je crois qu'il serait en dehors de l'Afrique actuellement. Donc voilà les questions qui demeurent. Et finalement, la seule personne sur qui l'État guinéen peut mettre la main, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Parce qu'avec Afinor, ça n'a pas été possible. Le représentant qui est en Guinée, il a pris la fuite. On ne sait pas pourquoi, puisque c'est lui qui a pris l'engagement qu'il allait donner des preuves que cette quantité-là, elle est disponible et qu'il suffit seulement que la Guinée fasse la demande et qu'elle pouvait, n'est-ce pas, l'avoir. Donc avant-hier, il va être reçu à la CRIEF. Après audition autour de midi, on lui a dit de rentrer. Hier, on l'a rappelé encore, en présence de son avocat, bien sûr. Les discussions ont eu lieu. On lui a présenté 3 possibilités. La première, c'était bien sûr la liberté. La deuxième, c'était le contrôle judiciaire. Et la troisième, c'était le mandat de dépôt. Et finalement, après échange au niveau de la chambre d'instruction, c'est la dernière option qui va être maintenue. Il est inculpé pour détournement des deniers publics, faux en écriture publique et enrichissement illicite. On attend de voir la suite, bien sûr. C'est que ce que j'apprends derrière, le procureur a requis le DCPAF d'interdire toute sortie des 37 ministres, la liste qui a été, je crois que ça a été pris le 17 mars dernier, de tous les ministres de sortir du territoire, aussi bien par les frontières aériennes que par les frontières terrestres. Roby a écouté Jacques Lévalino. Est-ce qu'on est en droit de dire que les 3,139 tonnes peut-être auraient été vendus? Le problème avec ce genre de transaction, pour avoir pris beaucoup langue avec les autorités de la Banque centrale et ceux qui connaissent la procédure, c'est que l'or, finalement, lorsqu'il est sorti du pays et qu'il est déposé dans une banque et qu'il soit raffiné, non seulement c'est la valeur monétaire qu'on récupère, mais pas en termes de paiement total sur le pays. C'est-à-dire que ce sont des garanties de fonds qu'on dépose dans une banque, à la Citibank par exemple, pour des possibles transactions. C'est-à-dire le jour où la Guinée veut faire un paiement à travers la Citibank, la valeur du paiement est soustraite de la valeur totale de l'or qui a été déposé c'est comme un fonds de garantie. Voilà, c'est un fonds de garantie. Et donc c'est là où il y a le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que ce qu'on soupçonnerait au gouverneur Nabé, c'est non seulement d'avoir biaisé la démarche en termes de contrat entre Afinor et la Banque centrale, et d'avoir certainement touché à des fonds, à des pots de vin lors de l'émission de ce contrat. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de détournement de fonds, de faux en écriture de faux, parce que vous vous souvenez de la question d'annexe qui avait été évoquée ici, et l'annexe qu'on a retrouvée, d'où la question de faux en écriture de faux, et puis détournement de fonds, et je crois la troisième... C'est l'enrichissement illicite. Donc, ce sont des éléments concrets qu'on lui reproche. Est-ce que la quantité d'or existe? Ça peut bien exister, mais est-ce que ça a été vendu à la bonne valeur? C'est-à-dire que ça a été déposé en termes de fonds de garantie dans cette banque à Citibank à la bonne valeur? C'est ça la question qu'on se pose. Ou alors ça a été sous-évalué et le ristourne a été récupéré par les autorités de la Banque centrale? C'est la question qu'on pose. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait de dire que la Banque centrale pouvait simplement écrire un courrier à Afinor pour que ces fonds soient rapatriés, c'est impossible, c'est quasiment impossible, ce ne sont pas des fonds qui sont rapatriables. Et deuxièmement, c'est que si c'était la procédure et qu'elle soit aussi facile, je pense que le CNRD se serait plutôt intéressé à récupérer ces fonds-là que d'inculper le gouverneur de la Banque centrale. Donc c'est un dossier extrêmement compliqué. Il vous souviendra que l'Océan Nabé n'est pas à son premier coup d'essai. Sous le CNDD, il avait aussi eu mal en partie avec le CNDD. Je pense qu'il avait connu une incarcération là aussi sur les questions liées à l'or. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est très important qu'on éclaircisse plus. Et Daouda Mohamed, rapidement, avant de partir avec notre invité, finalement, on pensait de l'autre côté que c'est le CNRD peut-être qui était tenté de passer par des méthodes pour soustraire cet argent, mais sauf que à la vue les choses, on a l'impression que le Nabé peut-être nous a pas dit assez de choses sur ce dossier. Oui, autant le Nabé ne nous a pas dit assez de choses, parce qu'il y a ne nous a pas dit toute la vérité. L'actuel gouverneur également, il faut aussi s'interroger sur ce qu'il pourrait
faire dans cette situation? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent en liquidité n'existe pas. C'est un fonds de garantie. Mais il ne faut pas aussi occulter que nous sommes en période transitoire. Nous sommes en transition et vous n'avez pas toutes les facilités d'accéder même à ce qui vous appartient. Bien sûr. Vous n'avez pas toutes ces possibilités. C'est vrai que la Guinée peut dire que c'est notre or. Mais vu les procédures pour mettre main sur ces montants, sur cet argent ou sur cette valeur, il faut que ce soit un État légitime. Il faut que ce soit un État légitime. Et nous ne sommes pas aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'exception. Nous sommes dans un régime d'exception. Et les partenaires, comme vous le savez, l'embargo est tacite sur nous. Les portes nous sont fermées parce que quand les institutions de Bretton Woods, c'est pas le passage de l'émissaire ou de la représentante de la Banque mondiale pour dire que l'argent existe pour accompagner la Guinée. Mais les robinets sont fermés. Oui. Les robinets sont fermés. On est dans une dynamique de mobilisation. De mobilisation des fonds pendant et de l'autre côté, les partenaires savent que plus on a des ressources disponibles, plus la transition va durer, et cela n'arrange pas, cela ne répond pas, je vais dire, aux critères d'accès aux fonds de ces partenaires. Donc, il faut aujourd'hui que la transition se penche sur l'organisation ou le retour à l'ordre constitutionnel pour avoir toute la facilité ou toute la possibilité de mettre main. Qu'ils envoient des signaux. Des signaux qui rassurent les partenaires. Ça peut permettre d'aller vers cela. Mais dans ce cas précis, je me dis que la responsabilité n'est pas que le Sénénabé. Peut-être que c'est lui qui a ficelé tout le contrat, mais il faut aussi s'interroger. On a vu quand l'avocat est passé ici, quand le gouverneur dit qu'ils n'ont pas été reçus ou ils n'ont pas pu accéder à Finor. On a vu quand même les photos. On a vu des photos. Il y a eu effectivement la rencontre. On se demande pourquoi c'est contre-vérité sur la question. Donc, je crois que le seul Nabé, peut-être il est en position de faiblesse aujourd'hui par rapport à cette situation. Voilà pourquoi il est le seul qui soit dans cette situation, qui soit mis sur mandat de dépôt. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de Lucien Nabé, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi autant de précipitations autour de ce fonds pendant qu'il y a d'autres fonds ailleurs quand même. C'est important aussi. Hein. Le fonds il est très important. Non, parce que ça, quand vous comparez ça avec les institutions de Bretton Woods, c'est autre chose. Les institutions de Bretton Woods apportent soit des prêts à la Guinée. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est notre or. C'est notre or. C'est notre or. Donc que ce soit, on n'a pas la possibilité. Ce n'est pas notre or comme l'argent qu'on a dans la poche qu'on peut tirer tout de suite. C'est un fonds de garantie. La situation dans laquelle ce fonds il est aujourd'hui, notre or là est aujourd'hui, il n'est de non que de pour nous parce qu'on n'a pas la possibilité. Pas la possibilité. Que ce soit un régime légitime ou un régime d'exception, quand c'est la Banque centrale, c'est quand même la Banque centrale de la République de Guinée qui a déposé. Donc, même si on change un gouverneur, le gouverneur qui est là doit avoir accès. Si on dit qu'on ne donne pas, au moins qu'on donne les preuves que ça existe. Parce que le problème est à ce niveau. Non seulement la quantité, elle n'est pas mise à disposition, ou la valeur n'est pas mise à disposition, mais les preuves non plus ne sont pas présentées, et le représentant de la société qui a raffiné quitte le pays. Pourquoi a-t-il quitté? La question, elle est là. Non, ça c'est une question à se poser. J'ai juste ouvert d'autres possibilités, d'autres alternatives, d'autres hypothèses. Mais c'est qu'il ne faut pas minimiser. C'est là qu'on est. Je ne minimise pas. Je n'ai pas minimisé. Je n'ai pas minimisé, mais je me suis dit que c'est vrai que c'est pour nous. L'or nous appartient, c'est pour nous. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que quelque chose peut nous appartenir, mais on reçoit les ordres pour les toucher. Non, mais ça c'est une évidence. D'accord, c'est quand même, il faut dire une chose, c'est un fonds de garantie, on peut toucher à tout moment. C'est comme lorsque vous placez de l'argent dans une banque pour des entrepreneurs, ils peuvent aller prendre des prêts parce qu'il y a un fonds de garantie qui est là au cas où il y aura des problèmes. Il y a des grandes sociétés guinéennes, il y a des commerçants guinéens qui font des transactions à partir de la Banque centrale pour acheter soit des marchandises, soit à Dubaï, en Chine, etc. Des marchandises qui sont souvent élevées à près de 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars.
sachant qu'aujourd'hui, un commerçant ne peut pas prendre $1 million, $2 millions ou $3 millions, mettre sur lui pour aller en Chine, à Dubaï, sachant qu'aujourd'hui, les transactions bancaires liées aux banques primaires, de transfert de 1 million, 2 millions, vous pouvez vous retrouver avec des difficultés. Tu peux aller dans une banque en Guinée ici pour un transfert de $1 million. On te dit que là, le cash n'existe pas parce que tout simplement la banque a un déficit de fonds étrangers. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des accords avec la Banque centrale. La Banque centrale qui, avec ses fonds de souveraineté, ses fonds souverains logés dans des banques, des Citibank, etc., il y a plusieurs banques comme ça. Ces commerçants ont des accords avec la Banque centrale. La Banque centrale paye pour eux et après récupère les fonds de garantie au niveau des banques primaires sur une procédure longue. Tout ça pour ne pas qu'il y ait rupture d'importation ou d'exportation de marchandises au niveau local. Donc c'est toute une procédure qui est mise en place. C'est plusieurs banques comme ça à travers le monde dans lesquelles l'État ne peut pas prendre le dollar pour aller y déposer ou l'euro pour aller y déposer parce que tout simplement ni le dollar ni l'euro ne nous appartient pas. Mais en contrepartie, nous avons ce minéral-là qui est l'or, que l'État guinéen peut prendre en quantité, aller loger dans une banque et en contrepartie avoir la valeur dollars et en euros. Justement, donc, voilà. Mafoudi Abangora et Lucien Nabé qui a passé sa première nuit. Finalement, ça défraie la chronique. Et qu'est-ce que tout cela vous inspire aujourd'hui? Cette dynamique peut-être de moralisation de la vie publique à ce niveau est en train quand même de prendre de la forme. Certes, est en train de prendre de la forme, mais on va être prudent quant à l'appréciation ou pas. On va juste attendre la fin pour voir qui a été inculpé, pourquoi et est-ce qu'il y a une suite. Là, on ne peut pas se précipiter. Maintenant, par rapport à la question, effectivement, si l'ancien patron de la BCRG doit pouvoir répondre, c'est tout à fait normal. Il a géré durant des années et c'est normal qu'il vienne expliquer comment ça s'est passé et surtout si l'équipe dirigeante actuelle constate qu'il y a des manquements. Par la gendarmerie, lui aussi. On parle de forme. Alors, autrement, l'autre aspect important dans cela, c'est aussi comprendre ce qui s'est réellement passé, par exemple, avec cette société. Quand on vous dit que, par exemple, cette société, Afinor, le représentant de cette société, est porté disparu, ça nous amène à nous poser la question sur la crédibilité des sociétés engagées pour parler de nos ressources naturelles. Et même pas que de nos ressources, même dans la passation des marchés, on se rend compte que souvent c'est des partenaires ça et là qui ne répondent pas forcément aux critères. On n'est pas vraiment dans cette approche. Et puisqu'on parle de l'or, moi je voudrais quand même parler de cette vision. On sait que beaucoup de pays africains font la raffinerie à partir des pays européens parce que ce sont eux qui l'ont, Dubaï, Turquie, Suisse et autres. Il y a par exemple quand vous prenez le Rwanda. Récemment, le Rwanda a mis en place la première raffinerie qui va permettre à l'Afrique de pouvoir faire ça, de pouvoir raffiner directement sur place. Il y a aujourd'hui, par exemple, un partenariat avec le Congo sur la traçabilité de l'or. Pourquoi je donne l'exemple là? C'est un peu comme la bauxite. Un pays comme la Guinée, savoir qu'on a eu dans notre contrat des possibilités d'avoir une raffinerie de bauxite en Guinée avec GAC et que ce projet soit tombé à l'eau, mais on se contente seulement de faire sortir. C'est parce que la politique minière même qui est mise en place, on n'a pas d'énergie. On n'a pas d'énergie. C'est de cela que je suis en train de te parler. En fait, la vision et le sérieux. Maf, tu peux pas mettre une raffinerie de bauxite avec le courant que nous avons. Non, en fait, il y avait le projet, mais allez savoir pourquoi ça n'a pas marché. Le courant ne peut plus être un frein si on est sérieux dans ce qu'on fait. Oui, Maria, c'était le projet. On travaille sur l'énergie et à l'exploitation. Voilà. Et on va dans le fond. Et on allait revendre à ces entités. C'était de l'argent pour l'État. C'est moins la disponibilité des moyens que la volonté des hommes. Et c'est là qu'il y a le problème. On parle d'or aujourd'hui. On aurait aimé avoir plus de sérieux dans le processus, mais vous verrez, peut-être cette transition nous permettra d'avoir un regard sur pas mal de choses qui se sont passées. Pas mal de choses qui se sont passées. Les grandes gueules. Encore une fois, pour moi, le plus important, c'est de tirer les leçons, de pouvoir engranger des résultats. Et si en même temps, on peut déjà avoir de l'argent, engranger de l'argent pour pouvoir investir là où il faut, parce qu'encore, il y a encore 1000 et quelques écoles publiques qui sont des hangars dans ce pays. Il faut rappeler que la tonne de la bauxite à un moment varie autour de $30. Et rappelez-vous, si on avait la capacité de transformer cette bauxite en un produit intermédiaire, c'est-à-dire en aluminium, c'est autour de 2500
euros, ce qui est quand même beaucoup d'argent, et on a un manque à gagner. Roby, on va devoir partir maintenant avec notre invité. On est pris par le temps. Juste une dernière précision. Quand tu parles de la bauxite, autant c'est valable pour la bauxite, mais c'est aussi valable pour l'or, parce que moi je me souviens que même les sociétés d'exploitation de bauxite qui existent ici font des déclarations de quantité à l'État qui ne sont pas ceux qui sont exportés. Ceux qui sont importés parce que tout simplement, au niveau des bascules, ils ont la capacité de tricher. C'est la même chose à la raffinerie. À la raffinerie, il semblerait que même l'or qui est transporté là pendant le raffinage, la quantité est considérablement réduite. Donc, est-ce que c'est des mèches avec les banques? C'est la grosse question. En tout cas, nous sommes en Guinée, caverne d'Ali Baba. On finira jamais de parler de ces sommes qui font tourner les têtes les plus solides. Vivement cette réédition des comptes. On se retrouve tout de suite pour enchaîner avec notre invité du jour. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Nous donnons la parole ce matin à Francis Abba. Tenez-vous bien, il est le président de l'Union guinéenne de la démocratie et le développement. Monsieur Francis, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour. Voilà. Merci de m'avoir invité. Alors, une question avant de parler de ces assises. Qui de vous, entre Bogola Abba et vous, préside à la tête de l'ANAD? De l'UGDD, pardon. Parce qu'apparemment, le parti traverse une période de tempête. De tempête? Oh, pas du tout. Kiamou Bogola Abba a été le premier président de notre parti politique. Et jusqu'en 2015. Et je pense qu'en mars 2015, le feu Gandhi Faragui Tunka a été élu président. C'était lors d'un congrès à Zérékoré. Il nous a malheureusement quittés très tôt. Et la voix du parti, c'est à Zérékoré. Moi, j'avais été élu vice-président en charge des finances. Et Kiamou Bogola Abba, en ce moment-là, avait quitté le bureau exécutif. Il est devenu, on lui a donné un poste honorifique, le président du Congrès. Et donc, quand le président Georges Gandhi est décédé, et la voix du parti était portée par notre secrétaire général, qui était Nestor Kagbadouno, qui est maintenant du côté du groupe, puisque moi j'étais travailleur du secteur privé et syndicaliste, donc je ne pouvais pas m'afficher. Mais je me suis libéré de ces fonctions-là et je suis donc venu sous l'arène politique en 2018 et j'ai été porté à la tête du parti comme président par intérim. Et en septembre 2020, lors du congrès, je pense que vos caméras Espace TV y étaient présents, j'ai été élu président de l'UGDD. Mais ce qu'on ne comprend pas, lorsqu'il communique, il dit qu'il est le président. Parce qu'on se rappelle quand même, Monsieur Francis, on se rappelle que le divorce entre vous et entre l'UGDD et Kiamou Bogola Abba a commencé quand Kiamou a été élu député. Hein? Non, vous confondez. Ça, c'est Koni. Koni Kourouma, ok, d'accord. Maintenant, Kiamou Bogola Abba. Je crois que Kiamou accepte bien que Francis soit président. Même la dernière fois, je l'ai eu, il est clair. C'est Francis le président. Lui, c'est lui qui a présidé le congrès d'honneur. Donc, il n'y a pas d'amalgame à ce niveau. Je crois que le problème est venu au niveau des prises de position. Parce que lui, il est clair. Il faut accompagner le CNRD. Et au sein de l'ANAD, ce n'est pas la position qu'on partage. Tout à fait, parce que pour nous, quand on appartient à une organisation et à un état-major comme le nôtre, nous devons plutôt, devant les médias, défendre notre proposition. Les grandes gueules. Si ce sont tes convictions, les légitimes qui te disent non, tu ne peux plus continuer à défendre ça. Je pense que pour l'intérêt supérieur de ta formation politique et de ta coalition, et même toi, les grandes gueules, il faut prendre une distance. C'est ce qu'il a fait. Et Kiamou est membre fondateur de l'UGDD. Pour le moment, il n'a aucune fonction officielle, à part celle de l'ancien président de notre parti politique. C'est de cela il s'agit. Alors, quelle est votre position aujourd'hui vis-à-vis du CNRD? Qu'est-ce qui a suscité cette dissension dans le langage entre vous et Kiamou? Kiamou qui peut-être doit reconnaissance au CNRD pour lui avoir permis d'obtenir des affaires aussi. Sa liberté, de recouvrer sa liberté.
Et vous, certainement, qui défendez votre chapelle auprès de l'ANAD, pourquoi il y a cette diversion? Je pense que c'est que vous semblez négliger, mais... Non, je néglige pas. Qui réduit à miettes votre parti. Ce sont ces convictions légitimes, mais il reste un cadre important de notre formation. C'est justement ce qu'on ne comprend pas. Vous parlez d'un cadre important de votre formation politique. Permettez-moi de poser une... Il admet que nous devons continuer à conduire notre formation politique dans sa ligne d'aujourd'hui. Et lui, il va se mettre à l'écart pour parler en son nom. Mais est-ce que vous-même, l'UJDD aujourd'hui n'est pas aussi très influencé par l'UFDG via l'ANAD? Parce que vos positions sont pratiquement celles de l'UFDG, celles de l'ANAD. Si vous venez à l'UJDD, vous comprendrez le fonctionnement de notre formation politique. Et pratiquement chaque année, on fait une évaluation et on organise un anniversaire. Cette évaluation, on regarde derrière, on se dit qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est et quel chemin nous allons prendre les années à venir. Et donc la décision a été prise à l'unanimité par notre bureau politique national. Au regard de quel élément, puisque vous dites que vous faites une rétrospection, un bilan, au regard de quel élément vous fondez votre combat auprès de l'ANAD aujourd'hui concrètement? En tant que président, je pense que vous êtes à même de nous expliquer cela. Absolument. Alors on vous écoute. Souvenez-vous d'abord que pendant les élections présidentielles, nous sommes allés en alliance avec l'âge Mamadou Cellou Dalein Diallo. Et avant cela, nous étions avec Dr Edouard Zoutomoupo, où malheureusement notre candidature avait été rejetée. Et étant membre fondateur du FNDC, nous y étions avec l'âge. Donc nous faisions le même combat, le combat contre le troisième mandat. Et puisque nous voudrions participer aux élections, et lui aussi, et donc nous avons jugé nécessaire de le supporter. Nous avons donc appris à nous connaître. Nous partageons des valeurs républicaines. Et donc, quand il y a eu changement, n'est-ce pas, de pouvoir le 5, et nous avons donc jugé nécessaire de continuer notre combat ensemble en supportant le CNRD, puisqu'il venait quand même et de donner un nouvel espoir au peuple de Guinée, puisque le professeur Alpha Condé, qui nous avait pendant 11 ans quasiment martyrisé, était déjà était mis à l'écart. Et donc, depuis ça, nous sommes ensemble. Et la politique, comme je le dis, ce n'est pas un mariage catholique. Le jour où on vous comprend très bien. On comprend très bien. Monsieur, permets-moi, justement, on comprend très bien cette logique de dire que la politique, c'est pas un mariage, c'est bien, nous sommes ensemble, mais dans vous êtes ensemble, là. Les éléments qui sous-tendent le vous êtes ensemble, c'est ce que je veux comprendre. Parce que la plupart des partis, permettez-moi, la plupart des partis qui se sont annexés à l'UFDG sont des partis qui veulent bien se faire remorquer par ce grand parti, parce que tout simplement, pour les législatives, parce que eux, sur le terrain, n'existent pas. Nous ne nous sommes jamais fait remorquer par un parti politique. Ça, c'est pour faire. Peut-être que vous voulez tenter le coup cette fois-ci. L'UJDD a toujours participé aux élections. D'ailleurs, en 2010, vous pouvez demander au président Papa Kouli Kourma, il voulait être candidat de l'UJDD en 2010. C'est après qu'il est allé au RD. Alors je dis, en 2013, nous avons participé aux élections. En 2015, nous l'avons fait. En 2018, nous avons participé aux élections communales. Et nous voudrions le faire en 2019 lors des élections législatives. Mais souvenez-vous que nous avions exigé que le fichier électoral soit assaini et que le corps électoral ressemble à la population. D'accord. C'est ce qui a fait qu'on n'avait pas participé. Donc nous ne sommes pas à l'ANAD. Non, la caution. Mais désormais, c'est une alliance électorale, l'ANAD. L'alliance n'est pas une alliance électorale. Ce n'est pas une alliance électorale. L'alliance est une alliance politique. L'ANAD est une alliance politique. C'est très important. Voilà. Le 14 juillet dernier, nous avons ils ont changé de direction. Ce n'est plus. Ce n'est plus parce qu'à la base, c'était ça. Voilà. Ils ont changé d'orientation. On va partir alors avec les assises, Jacques Lewalino. Oui, les assises, donc, vous les avez boycottées. Ensuite, pour le dialogue, vous êtes plutôt pour, mais vous n'êtes pas pour la forme qu'il a actuellement au niveau du ministère de l'administration du territoire. Est-ce que vous pouvez expliquer votre démarche, votre position? Tout à fait. Pour nous, pour réussir de telles assises nationales, la forme devrait commander le fond.
Alors, je pense que le comment pour nous est extrêmement important. Comment réussir ces assises? Je pense qu'il fallait réfléchir sur comment intéresser toutes les couches de la population, que ce soit la société civile, que ce soit la classe politique. Mais nous ne savons pas qui conduit ces assises. Nous ne savons pas pour qui ces assises se sont conduites. Nous ne savons pas quand est-ce que ça démarrait, mais parce que nous n'étions pas associés. Nous ne savions pas quel délai. Nous ne savions pas aussi pourquoi réellement. Qu'est-ce qui va être discuté? Est-ce que c'est des questions de l'éducation? Est-ce que c'est des questions environnementales? Est-ce que c'est des questions de crimes de sang ou bien de crimes économiques? Donc, nous n'étions associés à rien. Donc, il est tout à fait important. Pour nous, c'était la première, n'est-ce pas, raison fondamentale pour laquelle nous avons décidé de ne pas participer à ces assises. Donc, la deuxième raison, alors, nous avons préféré cette fois-ci rester prudents. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, quand le CNRD a pris le pouvoir, ils ont appelé la classe politique au palais. Ils nous ont dit qu'on allait faire une prise de contact et que nous allions discuter pour mettre en place, n'est-ce pas, les éléments de la transition. Nous avons été surpris. Le CNRD n'avait même pas attendu qu'on dépose, n'est-ce pas, nos mémorandums. Il y a une charte de la transition. Est-ce que vous n'êtes pas auto-exclu de ces assises? Qui nous avait été... Ce qu'on n'a pas compris, monsieur Abba, nous ne voudrions pas nous associer à des assises et après on nous présente un rapport qui exclut complètement nos prix de position. Est-ce que vous ne devriez pas prendre au moins part au lancement? Si vous avez vous aviez des remarques à faire, des propositions à faire, de le faire à l'intérieur que de rester. Parce que l'image que vous renvoyez, c'est que vous n'êtes intéressé à rien. Vous opposez à tout. Si ce n'est pas les élections, si ce n'est pas les élections, rien ne vous intéresse. Pas du tout pourtant. Oui, mais c'est ce que vous montrez. Vous êtes pour le dialogue, mais pour les assises, vous êtes contre. C'est quoi? Fondamentalement, c'est quoi? Parce que pour le dialogue aussi, rien n'est pour l'instant clairement indiqué. Il n'y a pas de TDR. Il n'y a pas de TDR, il n'y a pas de forme. Mais vous y êtes allé quand même. Attention, mais pour les assises, vous trouvez une excuse. On nous a adressé parce que nous avons réclamé ces dialogues-là. Nous étions demandeurs. Donc quand on nous appelle pour commencer à dialoguer, il est tout à fait normal qu'on se présente. Je pense que le ministre de l'administration du territoire avait, en tout cas dans sa prise de parole, est-ce que M. Rabat, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que les assises, est-ce que vous êtes d'accord que les assises, c'est la version large de ce dialogue? Le dialogue, c'est entre acteurs politiques et l'État. Parce que ça va au-delà des politiques. Nous ne connaissons même pas le contenu. Mais est-ce que vous connaissez le contenu des dialogues? Vous connaissez le TDR des dialogues? Absolument. C'est quoi les TDR, les dialogues? C'est quoi le TDR des dialogues? Nous allons parler de la forme, nous allons parler du délai, nous allons parler du contenu. Nous sommes impliqués. Vous auriez pu faire la même chose pour les assises. D'accord, on va s'écouter. Parce que ce qu'on pense de vous, on a l'impression que vous dites si on part à ces assises, c'est trop mangeur de temps. Et ils vont étendre encore les choses et nous on veut aller vite aux élections. Est-ce que tout cela n'a pas pesé dans la... Je pense que les élections sont telles, c'est vrai que c'est une urgence, puisque de toutes les façons, il faudra qu'on revienne par là. Mais je dis, les assises, elles peuvent être importantes, elles peuvent aboutir à des résultats excellents pour le pays, pour notre nation, pour la réconciliation. Mais comment on peut vouloir parler de vérité? Comment on peut vouloir parler de réconciliation sans impliquer les acteurs? Vous ne vous impliquez pas vous-même. Vous avez refusé. Quand vous dites ces assises-là, vous commencez au niveau communal. Est-ce que dans nos communes... Mais on vous a invité. On vous a invité, M. Abba. On nous a invités, mais c'est à la veille. Nous avons on a vu des invitations que vous avez. On se doit de se respecter. On a vu des invitations que vous avez reçues ici à 0h et à 7h vous vous êtes présenté. Ça, on l'a vu en Guinée. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Monsieur Abba, sur la question du dialogue. D'accord, on va s'écouter. Sur la question du dialogue, vous êtes demandeur. Vous avez des éléments que vous voulez qui changent ou qui soient pris en compte aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez comme contenu du dialogue? Voilà. Alors, nous avons fait une proposition. Nous avons dit nous voudrions un dialogue politique permanent. OK. D'un côté, le CNRD, le gouvernement,
et de l'autre côté, la classe politique, la société civile en tant qu'observateur et un facilitateur de la CEDEAO que nous avons d'ailleurs réclamé dans notre déclaration numéro 1. Et puis nos partenaires économiques ou financiers qui sont traditionnellement impliqués dans le dialogue interguinéen. Comme ça a toujours été le cas. Ça, c'est la forme. Donc pour nous, ce ne sont pas ceux-ci-là qui vont nous dicter notre façon de regarder notre pays. Le dialogue va se passer entre nos frères guinéens. Nous allons parler de quelles doivent être les priorités, n'est-ce pas, de notre transition, sa mission, son contenu. Alors là, ça nous étonne un peu. Vous n'avez pas demandé un facilitateur Vous n'avez pas demandé un facilitateur de la CEDEAO? Si, nous avons demandé. Il a dit. Un facilitateur. Peut-être je n'ai pas ajouté la CEDEAO. Oui, il a dit. Nous avons demandé un facilitateur. Mais quand vous dites que vous allez vous parler entre vous, Guinéens, et vous demandez un facilitateur. S'il y a achoppement, s'il y a divergence importante de vue, naturellement, il faut des gens. Puisqu'on est pris par le temps. La Guinée ne dispose pas de compétences. La Guinée ne dispose pas de compétences avec toute la probité qui permettent de vous passer d'un facilitateur de la CEDEAO. Mais on ne peut pas. La Guinée n'est pas un pays entièrement à part. Ça c'est pour paraphraser l'autre. Je pense qu'on vit dans une communauté qui est la communauté de la CEDEAO. Nous vivons en Afrique. Souvenez-vous que la Guinée est suspendue. La Guinée aussi suspendue au sein de l'Union africaine. Je pense qu'on le fait un peu pour nous-mêmes. Mais on le fait, il faut des observateurs qui nous aident, en tout cas, à des pays membres qui ont aussi leurs problèmes. Oui, on est pris par le temps, Daouda Mohamed. Peut-être dernière question rapidement. À votre avis, puisqu'on parle de ces assises, quelle est la forme qu'on aurait pu donner à tout ça? Alors, moi je pense qu'on aurait pu préparer cela mieux. C'est-à-dire prendre du temps à consulter les acteurs, que ce soit de la société civile ou bien et les acteurs politiques, et fixer ensemble, n'est-ce pas, fixer une date beaucoup plus lointaine, de façon à ce que, n'est-ce pas, les préparatifs puissent aider à ce que les assises réussissent. Mais quand on tombe directement dans les assises comme ça, et que qu'on ne sache même pas. En même temps, vous réclamez à ce que les élections se tiennent très rapidement, mais vous voulez que les dates des assises soient une date éloignée. Nous ne pouvons pas nous associer. Non, j'ai dit le temps de préparation. Le temps de préparation d'assises nationales. Si c'est par exemple, ça concerne l'éducation, notre environnement, nous devons impliquer les communes, nous devons impliquer les communautés, nous devons impliquer les acteurs importants liés à l'environnement. Mais si comme ça, on nous appelle, on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, on ne connaît rien. On vous dit, venez, vous allez participer à des assises nationales. Je pense qu'il faut quand même qu'on se... Nous voudrions savoir. Est-ce que vous pensez qu'il faut annuler ces assises ou bien corriger? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce que vous proposez à date? Si c'est corrigé, absolument, et que tous les acteurs... Et que tous les acteurs soient considérés, et que la classe politique ne soit pas négligée, et que nous soyons respectés, et que vous, la presse, qui jouez un rôle important, si vous êtes impliqués et que tout le monde parle d'une même voix, naturellement, un mouvement d'ensemble, naturellement, nous allons participer. D'accord, vous l'avez compris. Saloum Cissé hier, qui parlait d'ailleurs de ces partis politiques qui ont été placés dans un couloir, et chacun a ses problèmes par rapport à ces assises, au-delà même des TDR. Voilà, c'est la fin. Il faut dire qu'à Guékédou, les stations-service sont fermées. Le litre d'essence est vendu aujourd'hui à 15 000 francs guinéens. On ne sait pas. Et à Kindia aussi, nous apprenons. Voilà, donc depuis les rumeurs, et voilà, ce sont les infos qui nous viennent particulièrement de Guékédou. Il faut rappeler aussi que le FODIP, ça fait près de 8 mois maintenant, les travailleurs n'ont pas de salaire. La Guifi, la même chose, ça fait 4 mois, ils ne sont pas payés. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Eh bien, on va revenir sur tout ça. Tout est fermé et aujourd'hui, ça a des conséquences sur l'économie guinéenne. C'est la fin des grandes gueules. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à toute la régie. Aussi à la radio, il y avait Amadou Sow. Au niveau de la télévision, il y avait Poutine qui nous accompagnait, Lamine Sidibé, toute son équipe Kadiatou, on ne l'oublie pas. On n'oublie pas également l'autre Kadiatou qui est malade. Prendre guérison à elle et nous espérons qu'elle va nous revenir très très luisante. Merci à Cabinet Condé, le chef d'orchestre. Portez-vous bien où que vous soyez. À Fauté aussi qu'on n'oublie pas. Au revoir.